Salut, je m'appelle Marlin. Il y a 4 ans, mes parents m'ont mis à la porte, disant que mon frère avait plus besoin de mon appartement que moi. Ils lui ont remis mes clés, mon espace, et ont appelé ça la famille. J'ai dormi sur le canapé d'un ami cette nuit-là. Puis, le jour de mon 22e anniversaire, mon père m'a appelé, paniqué, en disant « Ta mère est à l'hôpital. Nous avons besoin de 37 000 $ maintenant. »« Pa, comment vas-tu ? » ?»« Pas même un « joyeux anniversaire », juste une exigence. Je lui ai dit d'appeler son fils chéri et je me suis rendormi. Mais le lendemain matin, c'est la police qui m'a appelé à la place. C'est là que j'ai découvert qu'ils avaient fait quelque chose de pire que de me mettre à la porte. Bien pire. L'horloge sur ma table de chevet indiquait 23h47. J'étais éveillé dans la lueur tamisée du réverbère qui s'infiltrait à travers les stores de mon petit studio au 2e étage dans l'ouest de Cincinnati. Mon 22e anniversaire. Pas d'appel, pas de message, pas même le texto générique habituel d'une tante qui gardait chaque alerte d'anniversaire enregistrée dans son téléphone. Les anniversaires ont cessé de compter l'année où mes parents m'ont dit de faire un seul sac et de rendre la clé de l'appartement pour lequel je travaillais 2 emplois afin d'aider à payer. Ce souvenir est remonté dans mon esprit comme une vieille échymose qui fait mal quand le temps change. Je me suis revu debout dans le couloir devant cet appartement, il y a 4 ans. Mon père tenait la porte ouverte, son expression plate comme quelqu'un confirmant une livraison. Ma mère gardait les yeux fixés sur le sol, déplaçant son poids comme si elle souhaitait que le moment s'accélère. Et derrière eux se tenait Rexton, appuyé sur la rampe avec ce léger sourire en coin qu'il utilisait quand il savait qu'il avait obtenu quelque chose qu'il voulait. Mon père a tendu la main. Pas d'explication, pas d'excuse, juste l'attente que je fasse ce qu'on me disait. J'ai placé la clé dans sa paume. Avant même qu'elle ne le touche, il s'est retourné vers l'intérieur. La porte s'est fermée. Une seconde plus tard, le verrou a glissé en place. Ce bruit n'a pas seulement fermé la porte. Il a fermé toutes les versions de foyer qu'il me restait. J'ai repoussé le souvenir et j'ai fixé le plafond, essayant de calmer mes pensées agitées. Peut-être que je dormirais un peu si je ne me laissais pas dériver vers le passé comme ça. J'ai fermé les yeux, pris une lente inspiration et essayé de m'installer dans le calme. À minuit 3, mon téléphone s'est allumé et a vibré contre la table de chevet. Le bruit soudain a fait bondir mon pouls. Je l'ai attrapé, pensant peut-être à un faux numéro ou à un rappel tardif du travail, mais l'identifiant de l'appelant m'a figé. Papa. J'ai hésité une demi-seconde avant de répondre. Sa voix a éclaté à travers le haut-parleur, tendue et rapide, comme s'il avait répété la panique et qu'il la jouait maintenant. Marlin, écoute. Ta mère est à l'hôpital. C'est grave. Ils ont besoin du paiement avant de pouvoir commencer. Nous avons besoin de 37 000 $. Transfère-les maintenant. Pas de bonjour, pas d'explication, juste un ordre claqué à travers la ligne comme si j'étais encore un enfant attendant la permission de parler. Je me suis assis lentement en essayant de stabiliser ma respiration. Quelque chose en moi a réagi par vieille habitude, cette envie familière d'aider, de réparer tout ce qu'il disait être cassé. Mais sous cet instinct se trouvait l'écho de cette clé tombant dans sa main, la porte se verrouillant, le sentiment de vide qui m'a suivi pendant des années. Et Rexton, ai-je demandé. Question simple, raisonnable. Mais à la seconde où elle a quitté ma bouche, il a hésité. Nous n'avons pas le temps pour ça, a-t-il aboyé. Fais ta part. Ta mère est mourante. Ces mots m'ont frappé plus fort que la demande d'argent. Pas à cause de ce qu'il a dit, mais à cause de la façon dont il l'a dit. Le ton était le même que celui qu'il utilisait quand j'étais adolescent et que je travaillais des doubles quarts pour maintenir cet appartement à flot. Le même ton qui rejetait chaque protestation que j'ai jamais faite quand il profitait de moi. Ce ton me traitait comme le résolveur de problèmes désigné, celui qui n'avait pas le droit de demander pourquoi. Mon rythme cardiaque résonnait dans mes oreilles. J'ai fixé le bord fissuré de l'écran de mon téléphone, sentant la pression dans ma poitrine se resserrer. Je voulais le croire. Je voulais penser que cet appel venait d'un lieu de désespoir, pas de manipulation, mais cela faisait 4 ans, et la seule fois où il me contactait, c'était pour exiger quelque chose. J'ai avalé ma salive une fois, stabilisant ma voix. Appelle ton fils précieux et laisse-le gérer ça. Pendant un moment, aucun de nous n'a parlé. Je pouvais entendre le faible bourdonnement du bruit de l'hôpital derrière lui. Puis j'ai raccroché. Ma main tremblait légèrement en reposant le téléphone. Pas de peur,
mais du choc d'avoir enfin dit quelque chose que je ne m'étais jamais permis de dire avant. Je me suis rallongé, fixant l'obscurité. Ma respiration a ralenti. Il n'y avait pas de triomphe dans ce moment, mais il y avait de la clarté. Je n'étais pas la même personne qui avait remis une clé et attendu que quelqu'un lui dise ce qui venait ensuite. Ce soir, j'ai dit non. Et l'espace autour de moi semblait différent à cause de cela. J'ai tiré la couverture sur moi, convainquant mon esprit de se calmer. Quelles que soient les retombées qui attendaient derrière cette décision, elle viendrait demain. Ce soir, je voulais quelques heures de paix, même si elle était fragile. Je ne savais pas qu'une tempête plus grande se dirigeait déjà vers moi. À 7h12, quand mon téléphone a sonné à nouveau, ce n'était pas la voix de mon père à l'autre bout. La voix à l'autre bout n'était pas pleine de panique comme celle de mon père. Elle était calme, saccadée, professionnelle. Ici l'agent Jensen du département de police de Cincinnati. Est-ce bien Marlon Reeves? Je me suis assis droit. Oui, c'est moi. Nous aimerions que vous veniez pour une brève conversation. Êtes-vous disponible ce matin? Ma première pensée a été de demander si cela avait quelque chose à voir avec l'appel de mon père hier soir. Mais quelque chose dans le ton de l'officier m'a fait retenir la question. Bien sûr, je peux être là dans 20 minutes, ai-je dit. Nous vous attendrons. La ligne a coupé. Je me suis assis au bord de mon lit, le rythme cardiaque stable, mais l'esprit qui s'emballait. J'ai enfilé un jean et une chemise propre. La même paire de bottes que je portais aux entretiens quand j'espérais encore que quelqu'un pourrait embaucher un gars sans diplôme et avec un CV rempli de trous. La lumière du matin dehors était douce et dorée, le genre qui rendait les trottoirs plus propres et le monde plus indulgent, mais il n'y avait rien d'indulgent dans les pensées qui traversaient ma tête. J'ai marché jusqu'à ma voiture, une vieille Civic que j'avais presque reconstruite moi-même, et j'ai reculé hors du parking, me dirigeant vers le lambourdonnement de la circulation vers l'est. Les rues m'étaient familières. La même boulangerie au coin de la rue devant laquelle je passais au lycée, le même arrêt de bus avec la même femme assise là avec son café du matin. Mais la familiarité ne me calmait pas. Elle aiguisait tout. Mon esprit tournait en rond. Y avait-il eu un accident de voiture? Est-il arrivé quelque chose à l'hôpital? Mon père avait-il fait quelque chose de pire que ce que je pensais? En conduisant, je rejouais cet appel encore et encore. La demande précipitée, la manipulation imprégnée de culpabilité, la façon dont il n'avait même pas fait de pause avant de supposer que je lui virerais 37 000 $. Était-ce une question d'argent ou quelque chose de plus profond? Quelque chose de plus sombre? Quand j'ai atteint le commissariat, je suis resté assis dans la voiture un moment de plus que nécessaire. Mes mains étaient froides, les jointures blanches autour du volant. Je suis sorti, j'ai franchi les portes vitrées et je me suis approché de l'accueil. L'officier derrière le comptoir a levé les yeux, a jeté un coup d'œil à un presse-papier et m'a fait un bref signe de tête. Monsieur Reeves. Oui. Il a fouillé dans un tiroir et a sorti une petite enveloppe transparente. À l'intérieur se trouvait une clé USB. Une étiquette dessus indiquait « Messagerie vocale 2h41 ». Cela a été trouvé hier soir, a-t-il dit. C'est lié à un message vocal laissé pour vous. Un détective sera avec vous sous peu. J'ai hoché la tête, incapable de former des mots. J'ai pris place sur l'une des chaises en vinyle fissuré qui bordait le couloir en face d'un grand panneau d'affichage couvert d'événements communautaires, de prospectus de chiens perdus et d'instantanés de collecte de charité pour les fêtes. Une photo a attiré mon attention. Une vieille famille posant devant un arbre de Noël. Des enfants en pulls assortis. Des parents souriant rigidement comme s'ils s'étaient entraînés. Ça m'a frappé de nulle part. J'avais de nouveau 16 ans, debout dans notre salon. Le portrait de famille qui était accroché au-dessus de la cheminée venait d'être remplacé. Même arrière-plan, même éclairage, même pulls assortis, mais sur la nouvelle photo, je n'étais plus là. Je me souviens avoir demandé à ma mère, la voix retenant à peine un craquement, pourquoi je n'étais pas sur celle-ci. Elle n'a même pas levé les yeux de son pliage de linge. C'était juste plus facile comme ça. Je me souviens de ce couloir. Le silence. La façon dont mon visage brûlait. Pas de honte, mais d'invisibilité. Être effacé est pire qu'être détesté. Au moins, la haine admet que vous existez. La porte au bout du couloir s'est ouverte et un grand homme en blazer bleu marine est sorti. Monsieur Reeves, je suis le détective Holloway. Entrez. Je l'ai suivi dans une petite pièce avec une seule table en métal et 2 chaises.
Pas de miroir, pas de drame, juste le genre de pièce où les faits sont censés vivre. Il a posé l'enveloppe sur la table et s'est assis en face de moi. Nous allons vous faire écouter quelque chose. C'est tiré d'un message vocal laissé sur votre téléphone tôt ce matin. Vous reconnaîtrez peut-être la voix. Il a inséré la clé USB dans un ordinateur portable et a appuyé sur lecture. La voix qui est sortie du haut-parleur était inconfondable. Marlin, écoute, on va juste utiliser tes informations pour les formulaires. C'est le moyen le plus rapide. Tu nous dois bien ça. Une pause, puis une autre voix, plus basse, légèrement étouffée, mais assez claire. Utilise son nom. Ça ne remontera pas jusqu'à nous. C'était Rexton. J'ai senti tout mon corps devenir froid. Mes jambes étaient là, mais je ne les sentais plus comme les miennes. Mes mains se sont fermées en poing sur mes genoux, les jointures pressant l'os contre la peau. Ils n'ont pas juste demandé de l'aide. Ils l'ont prise comme ils le faisaient toujours. Le détective Holloway a mis l'audio en pause. Reconnaissez-vous l'une de ces voix? J'ai hoché la tête lentement. La première est celle de mon père, la seconde celle de mon frère. Et avez-vous autorisé l'un d'eux à utiliser votre numéro de sécurité sociale ou vos informations personnelles hier soir? Non, ai-je dit. Le mot est sorti sec. À peine un son. J'ai avalé et je l'ai redit, plus fort. Non, je ne l'ai pas fait. Le détective s'est légèrement reculé, pas accusateur, juste en train d'étudier. Vous êtes sûr? Je suis sûr. J'ai fixé la clé USB. Ils ont déjà fait ça. Ouvert un crédit à mon nom, dit qu'ils régleraient ça plus tard. Ils ne l'ont jamais fait. Il a hoché la tête comme s'il avait entendu des histoires comme la mienne trop de fois auparavant. Je vous crois, a-t-il dit. Mais il y a plus. Il a fouillé dans un dossier et a fait glisser une pile de papier vers moi. La feuille du dessus a attiré mon attention avant tout le reste. Mon nom imprimé clairement et en dessous une signature. Ma signature. Mais je n'avais pas touché un stylo. Pendant un moment, je n'ai pas pu bouger. Les papiers étaient posés entre nous, la signature me regardant comme un miroir déformé de toutes les mauvaises manières. Ma gorge s'est serrée alors que j'essayais de calmer ma respiration. Le détective Holloway ne m'a pas pressé. Il a juste regardé, attendant de voir jusqu'où ce choc irait. Je me suis penché plus près, traçant la forme de la signature falsifiée avec mes yeux. Ce n'était pas bâclé. Quiconque l'avait écrite avait étudié chaque courbe de mon écriture, la légère inclinaison de mes lettres. On aurait dit quelque chose que j'aurais signé sans réfléchir. Cette réalisation m'a frappé plus fort que tout le reste. Quelqu'un ne s'est pas contenté de prétendre être moi. Il savait exactement comment j'écrivais mon nom. Le formulaire listait des détails qui ont encore plus serré ma poitrine. Mon nom complet, mon numéro de sécurité sociale et l'adresse de l'appartement dont j'avais été expulsé des années plus tôt. C'était comme si quelqu'un avait traîné de vieilles blessures à découvert et les avait épinglées sous des lumières fluorescentes. J'ai essayé de garder mes mains immobiles, mais elles tremblaient quand même. Un souvenir a fait surface sans prévenir. 17 ans, assis à la table de la cuisine avec la main de mon père sur le dossier de ma chaise. Il poussait des chèques de loyer vers moi, me disant de signer parce que, ça faisait mieux venant de toi. Je n'ai jamais compris pourquoi, mais il surveillait toujours de près, corrigeant les plus petites variations de mon écriture. À l'époque, je pensais qu'il voulait juste de la cohérence. Maintenant, je comprenais qu'il m'avait étudié. Le détective Holloway s'est éclairci la gorge légèrement. Marron, est-ce que cela vous semble familier de quelque manière que ce soit? Ça ressemble à mon écriture, ai-je dit doucement. Mais je ne l'ai pas signé. Avez-vous une raison de penser que quelqu'un dans votre famille aurait pu utiliser ces informations? Cette question a tiré un rire que je n'attendais pas. Pas d'humour, plus d'une sorte d'acceptation fatiguée. Une raison? Oui, plein. Ce ne serait pas la première fois. Le détective n'a pas bronché. Il a simplement tapoté l'enveloppe contenant la clé USB. Je vais vous faire écouter autre chose. Nous avons tiré cela d'une caméra de couloir près du bureau des admissions à l'hôpital. L'audio n'est pas parfait, mais vous devriez en entendre assez. Il a appuyé sur lecture. La voix de Rexton a coupé à travers les parasites. Mais juste ces infos. Il ne se battra pas. Il ne le fait jamais. Une autre voix a suivi, plus ferme, plus âgée et douloureusement familière.
Il nous doit ça. Continue d'écrire. J'ai fermé les yeux. Ces mots ont atteint des endroits en moi que je ne voulais pas revisiter. S'entendre dire que je devais quelque chose à la famille n'était rien de nouveau. En grandissant, on me le disait assez souvent pour que je commence à y croire. Chaque fois que j'hésitais, questionnais ou repoussais même légèrement, mon père baissait le ton et me rappelait « Tu as de la chance qu'on te garde sous ce toit ». Et quand j'essayais d'argumenter, il disait « Tu dois tout à cette famille. N'oublie pas ça ». Des années de ces phrases m'avaient bien dressé. Elles m'ont appris à rester silencieux, à accepter le blâme, à me faire petit. C'était un conditionnement qui s'infiltrait dans chaque partie de ma vie. Et maintenant, je voyais comment il s'était appuyé sur ce même conditionnement pour utiliser mon identité librement, s'attendant à ce que je ne parle jamais. Mais quelque chose a changé en moi en écoutant cet enregistrement. La honte a relâché son emprise, remplacée par une brûlure lente et constante. Pas une colère explosive, quelque chose de plus concentré, de plus contrôlé. J'ai ouvert les yeux et croisé ceux du détective. Il compte sur mon silence, ai-je dit. C'est pourquoi ils ont utilisé mon nom. Ils pensaient que je ne remettrais rien en question. Le détective Holloway a hoché la tête. Cela concorde avec ce que nous voyons. Il a attrapé un autre dossier. L'hôpital a signalé les documents parce que la situation ne correspondait pas à ce qui était écrit. Personne du nom de votre mère n'a été enregistré. Pas de chirurgie d'urgence et les signatures ne correspondaient pas au dossier précédent de la famille. J'ai cligné des yeux. Donc, rien de tout cela n'était réel? C'est exact. Le personnel a signalé un comportement suspect, surtout après avoir remarqué des incohérences dans les formulaires. L'humiliation m'a envahi d'abord, puis la clarté. Je n'avais pas affaire à un malentendu ou à des membres de la famille désespérés pris de panique. C'était quelque chose d'intentionnel, quelque chose de planifié. Le détective a croisé les mains. Marlin, je dois demander. Si nous déterminons qu'un parent est responsable, seriez-vous prêt à porter plainte? J'ai senti une pression se resserrer sur mes côtes. Cette question n'était pas simple. Même après tout, une partie de moi hésitait encore. Cette vieille voix dans mon esprit chuchotait, la famille reste ensemble. La famille gère les choses en privé. Mais une autre voix, plus nouvelle, plus stable, a répliqué, la famille ne fait pas ça. Pas à quelqu'un qu'elle aime. Avant que je puisse répondre, le détective Holloway a ouvert un tiroir et a placé une deuxième pile de dossiers sur la table. Les papiers étaient jaunis sur les bords, tenus ensemble par un élastique. Ceci, dit-il doucement, date d'années avant hier soir. J'ai fixé la pile de papier que le détective Holloway a poussée à travers la table. Mon cœur pesait lourd dans ma poitrine. Chaque feuille, chaque ligne, chaque numéro imprimé et gribouillage était une confirmation de quelque chose que j'avais soupçonné mais jamais vu. Ce n'était pas juste des mensonges d'hier. C'était des décennies de vol. La première feuille était une facture de service public datant de 2009. Mon nom, mon numéro de sécurité sociale, une adresse qui signifiait autrefois la sécurité, et en dessous une signature qui semblait étrangement familière. Les mois défilaient, factures médicales, demandes de crédit, relevés de réparation de voitures, tous signés sous mon nom, tous datés depuis mon adolescence. J'ai tracé l'encre avec mes yeux comme si je pouvais y trouver la personne qui l'avait façonné. Mais je n'ai trouvé que moi, ou du moins ce qu'il prétendait être moi. J'ai avalé difficilement. Donc ils m'ont utilisé avant même que je sois assez vieux pour comprendre ce qu'était un rapport de crédit, ai-je chuchoté. À ce moment-là, l'âge adulte ressemblait à une condamnation. Je me suis souvenu de cet été où j'ai eu 17 ans, travaillant 2 emplois, des quarts de nuit au restaurant, du paysagisme le week-end, grattant chaque sou que je pouvais pour aider à la maison. Je pensais que je le faisais pour eux par amour ou obligation. Mais maintenant je comprenais que j'étais toujours le plan de secours, la couverture, le passif sans nom qui pouvait être sacrifié sans culpabilité. Le détective Holloway a étudié mon visage avec une intensité calme. Vos parents vous ont-ils dit quelque chose à propos de ces factures auparavant? Un rire m'a échappé. Pas d'humour, mais d'épuisement amer. J'ai frotté mon front, les yeux piquants de vieux souvenirs. Parfois, papa appelait ça m'apprendre la responsabilité. Maman disait que je devrais me sentir chanceux qu'il me fasse confiance avec quelque chose d'important. J'ai fait une pause. Mais la confiance ne ressemble pas à des signatures falsifiées et des factures impayées. Il a hoché la tête lentement.
C'est le mensonge qu'ils vous ont vendu. La dette de gratitude. Une vague de honte m'a envahi. Puis la colère. Ce n'était pas juste du vol. Ce n'était pas juste de la manipulation. C'était une trahison enveloppée d'un tablier de soins. Un masque protecteur qui cachait leur modèle prédateur. Mes joues brûlaient. J'ai fermé les yeux et laissé les souvenirs affluer. Je me suis revu à 15 ans essayant d'étirer une paire de jeans pour une autre année parce que nous n'avions pas d'argent. À 17 ans, allongé éveillé à m'inquiéter de la façon de cacher les lumières vacillantes pour que la facture d'électricité ne se voie pas. J'ai vu des frais impayés se glisser dans des avis de retard encore et encore. Des avis adressés à moi, pas à Rexton, pas à mes parents, mais à moi. Chaque lettre une accusation silencieuse. Chaque formulaire une revendication que je devais quelque chose que je n'avais jamais demandé. Maintenant, je comprenais comment il le présentait. Quand les factures arrivaient, électricité, eau, réparation de voiture, il basculait tout à mon nom avec un demi-sourire et une tape sur l'épaule. « Tu fais la bonne chose », disait-il. Pendant ce temps, je les regardais continuer à vivre comme si de rien n'était. Le détective Holloway s'est penché en avant. « Parce que vous étiez mineur quand cela a commencé, cela compte comme vol d'identité contre un mineur. C'est fédéral. Si nous portons plainte, cela pourrait déclencher une longue enquête. » Mon estomac s'est tordu. Charge fédérale. J'imaginais des salles d'audience, des citations à comparaître, des dossiers publics. J'imaginais mon nom, autrefois terni par le silence, enfin exposé dans la vérité. J'ai ressenti de la peur. Une vraie peur. Mais en dessous, il y avait autre chose. De la résolution. Une détermination froide que peut-être, enfin, cette fois, cela pourrait se terminer selon mes termes. J'ai expiré lentement. Plus de fuite. Plus de silence sur la vérité. S'ils voulaient utiliser mon identité, ils devront en répondre. Le détective a fait glisser une dernière enveloppe vers l'avant. Ses bords étaient mous à cause de l'âge. Il a dit d'un ton plat et direct, « Celle-ci concerne la nuit dernière ou ce que votre famille prévoyait pour la suite. » Je me suis figé. Mon souffle s'est coupé. Cette phrase semblait plus lourde que n'importe quelle chaîne autour de mon cou. Je n'avais pas besoin de l'ouvrir pour savoir à quel point la trahison serait profonde. J'ai ouvert le dossier, les mains tremblantes, la gorge sèche et les yeux scannant trop vite pour comprendre. Puis ça m'a frappé. Ce n'étaient pas des documents ou des formulaires. C'étaient des captures d'écran, des dizaines d'entre elles. En haut de chaque image, je voyais des noms familiers. Mon père, Rexton et ma mère. Leurs noms ensemble dans un fil de discussion de groupe horodaté de moins de 12 heures. Le premier message venait de mon père. C'est le maillon faible. Si ça nous retombe dessus, on dit qu'il s'est porté volontaire. Disons qu'il essayait de réparer ce qu'il a ruiné. J'ai arrêté de lire. La pièce ne ressemblait plus à un poste de police. Elle ressemblait à une chambre où les murs se resserraient lentement, calmes et patients. Je ne pouvais pas respirer. Le détective, qui était resté silencieux pendant que je lisais, a légèrement bougé sa chaise, mais n'a rien dit. Il n'en avait pas besoin. L'écran disait tout. Je me suis forcé à continuer. Rexton, il est mou. Si ça explose, on leur dira qui l'a proposé. Il ne se battra pas, mère, il plie toujours. Il veut toujours faire partie de la famille. Utilise ça. J'ai senti quelque chose s'effondrer en moi. Quelque chose dont je n'avais pas réalisé qu'il était encore debout. Il ne m'utilisait pas seulement. Il le planifiait, le coordonnait, échangeait des répliques comme s'ils écrivaient une pièce de théâtre familiale. Une pièce où j'étais casté comme l'idiot qui prend le blâme et ne parle jamais. J'ai cligné des yeux, essayant de retenir la brûlure. C'était inutile. La voix du détective était calme, égale. Nous avons tiré cela du téléphone de votre père. Il nous a donné son consentement quand il pensait que cela prouverait que vous aviez agi seul. Ça s'est retourné contre lui. Je ne pouvais pas rire. Je ne pouvais pas parler. Ma mâchoire s'est serrée alors que je tournais les pages. Puis je l'ai vu. Un message transféré à mon oncle Peter. Puis à la sœur de ma mère à Columbus. Les deux venaient avec le même mensonge copié-collé. Marlin est instable. Il invente des choses. Il a essayé d'entrer dans les comptes de maman. Vous savez comment il est depuis le lycée. Un autre fil a suivi.
Il a toujours été le fardeau. Si cela ruine la famille, c'est à cause de lui. Ce mot encore, fardeau. C'était le mot qu'ils avaient gravé dans ma colonne vertébrale il y a des années. Quand j'oubliais l'argent de mon déjeuner, quand j'éraflais la voiture, quand je pleurais après que Rexton a cassé mes lunettes, fardeau, comme si j'étais le poids qui ralentissait leur vie. Je n'avais pas réalisé que je serrais la chaise jusqu'à ce que mes jointures me fassent mal. Ma voix est sortie basse, presque. Ils n'avaient même pas peur que cela devienne public. Ils ont juste supposé que j'encaisserais. Le détective n'a pas offert de réconfort. Il m'a regardé droit dans les yeux et a dit, « Ils vous ont dressé à le faire depuis que vous étiez enfant. » J'ai laissé tomber ma tête dans mes mains pendant 1 minute. Je ne voulais pas parler. Je ne voulais pas être dans cette pièce. Je voulais marcher à reculons dans le temps, revenir à 17 ans, revenir à cette version de moi qui croyait encore que la famille signifiait protection, pas stratégie. Je suis resté assis en silence pendant ce qui a dû être 1 minute entière. Le seul son était l'horloge au-dessus de la porte, et puis le détective a parlé à nouveau. Sa voix m'a traversé, calme, mais ferme. Votre mère n'a jamais été à l'hôpital. J'ai levé les yeux. Quoi? Elle n'a pas été admise. Pas d'ambulance, pas d'urgence, pas de dossier dans aucun hôpital de la région. Nous avons vérifié tout l'appel hier soir. C'était fabriqué. J'ai senti mon estomac se tordre comme si quelque chose d'acide venait de le frapper. Vous me dites qu'il l'a utilisé pour... Il a hoché la tête lentement. Il l'a utilisé pour vous faire envoyer de l'argent. Il pensait probablement que cela fonctionnerait mieux que n'importe quelle menace. Vous aviez encore un lien émotionnel avec elle. Cela a rendu la chose pire parce que c'était vrai. De tous, je pensais encore qu'elle pourrait s'en soucier. Que peut-être, profondément sous le silence, sous la trahison polie, elle me voyait. C'est peut-être pour cela que ça a piqué plus profondément que n'importe quelle violence de mon père ou manipulation suffisant de Rexton. Ils l'ont utilisée comme une arme. Ou peut-être qu'elle s'est offerte elle-même. Je ne savais plus ce qui était pire. Je me suis levé lentement, j'ai fait 2 pas loin de la table, puis je me suis retourné. Ils ne m'ont jamais vu comme de la famille, n'est-ce pas? Le détective n'a pas répondu. Il n'avait pas besoin de le faire. Je l'acceptais moi-même. La famille était censée être inconditionnelle. J'ai grandi en entendant cela dans les émissions de télévision, de la part des professeurs, des quelques amis que j'étais autorisé à visiter. Mais pour moi, la famille était un contrat écrit dans la peur, la culpabilité et le silence. Et quand ce contrat a cessé de les servir, ils l'ont réécrit sans moi. Mes épaules se sont redressées sans que je le veuille. Le détective l'a remarqué. Vous comprenez maintenant, n'est-ce pas? J'ai hoché la tête. Ils ont déjà fait ça. Ils le referont. Et ils s'attendront toujours à ce que je reste silencieux. C'est sur quoi ils comptent. Il s'est penché et a sorti une dernière feuille de papier. Cela pourrait aller plus loin. La fraude hospitalière pourrait déclencher une enquête multidépartementale. S'ils ont falsifié votre identité ici, ils l'ont peut-être fait ailleurs. Ma poitrine s'est serrée. Les conséquences n'étaient plus seulement émotionnelles maintenant. Elles étaient légales, réelles, tangibles. Ils vont vous contacter, a-t-il ajouté. Ils vont paniquer. Ils vont essayer de vous culpabiliser ou de vous faire peur ou de faire croire que tout est de votre faute. Vous devez être prêt. Je n'ai pas eu la chance de répondre car juste au moment où je ramassais mon sac sur la chaise, mon téléphone a vibré, puis encore. Et encore, le temps que je baisse les yeux, l'écran s'allumait comme une machine à sous-détraquer. 27 messages manqués, tous de fils de discussions différents, numéros de famille, vieux chats de groupe, même des contacts que j'avais supprimés il y a des années. Et il avait raison, car avant même que je quitte le commissariat, mon téléphone s'est allumé avec 27 messages manqués de ma famille. La vibration ne s'arrêtait pas. Même alors que je sortais dans le matin gris, l'écran continuait de s'allumer dans ma main comme s'il avait quelque chose d'urgent à dire. 27 messages manqués. Tous de la famille. Tous essayant de réécrire l'histoire avant même que j'aie le temps de respirer. J'ai glissé mon pouce sur l'écran, ouvrant le fil de groupe que nous avions créé il y a des années pour la coordination des fêtes quand nous prétendions encore être une famille. Je ne l'avais pas regardé depuis des mois. Maintenant, il brûlait d'accusations. Papa, tu as causé ça. Tu aurais pu gérer ça comme un homme. Rexton, c'est de ta faute.
Tu penses toujours que tu vaux mieux que nous, mais c'est toi la raison pour laquelle nous nous effondrons. Maman, si je finis encore à l'hôpital, tu devras vivre avec ça. Et puis celui qui a fait chuter mon cœur de quelques centimètres. Rexton encore. Sois un homme et répare ce que tu as gâché. C'était comme regarder chaque cauchemar d'enfance se réassembler en temps réel. Même voix, même tactique, juste une technologie différente. Les mots n'étaient pas nouveaux. Je les entendais depuis que je savais lasser mes chaussures. Je me tenais à l'extérieur du commissariat, le dos contre le mur de briques, essayant de stabiliser ma respiration. Le détective m'avait prévenu que cela pourrait arriver. Il avait raison. Pourtant, savoir que quelque chose arrive et le sentir s'écraser sur vous sont deux choses très différentes. Un ping a retenti. Une notification d'hôpital provenant d'un vieux portail patient auquel j'avais oublié que j'avais encore accès. Mise à jour des informations de contact d'urgence. J'ai tapé sans réfléchir, à moitié distrait par les textos qui arrivaient encore et puis je l'ai vu. Contact d'urgence principal, Marongy. Moi. Secondaire, aucun listé. C'est là que l'air a quitté mes poumons à nouveau. Il n'avait pas seulement déposé des formulaires frauduleux utilisant mon nom. Il m'avait lié légalement et de façon permanente au résultat. Si quelque chose avait mal tourné, j'aurais été la première personne appelée par l'hôpital, celui tenu pour responsable, celui blâmé. Ils m'ont utilisé comme filet de sécurité. Encore. J'ai chuchoté dans la rue vide. Ils n'ont pas juste utilisé mon nom. Ils voulaient que les retombées atterrissent sur moi. Ce n'était pas juste une trahison. C'était de l'ingénierie. J'ai commencé à faire les 100 pas, la mâchoire serrée, les épaules tendues, la culpabilité. Ils savaient que ça marchait encore. Cette pression qu'ils m'avaient inculquée pendant des décennies. Ils comptaient dessus comme sur une mémoire musculaire. Et j'étais là encore, la sentant peser comme elle l'avait toujours fait. Un autre appel. Je n'ai pas répondu. Puis messagerie vocale. La voix de Rexton. Si tu ne décroches pas, on leur dira que tu nous as donné tes infos. Tu t'es porté volontaire. Tu nous dois ça. N'oublie pas qui t'a fait traverser l'université. N'oublie pas qui a payé ton loyer quand tu ne pouvais pas. N'oublie pas qui tu es pour nous. Cette dernière ligne, n'oublie pas qui tu es pour nous. Je savais exactement qui j'étais pour eux. Un nom qu'ils pouvaient signer, un compte bancaire qu'ils pouvaient vider, une conscience qu'ils pouvaient manipuler. Avant que je puisse jeter le téléphone, il a vibré à nouveau. Numéro inconnu. J'ai hésité, j'ai décroché. Monsieur Marlin, une voix de femme, professionnelle, nette. Ici le conseil juridique représentant Westview Medical. Nous vous contactons car votre nom est apparu dans une série de documents signalés impliquant une fraude suspectée. J'ai à peine répondu. Ma bouche est devenue sèche. Je dois vous informer, a-t-elle continué, qu'à moins que vous ne puissiez fournir des preuves vous distançant des signatures et de l'autorisation donnée sous votre nom, vous pouvez être considéré comme un participant dans cette affaire. Mes jambes ont faibli et j'ai dû m'appuyer contre un banc à proximité. Cela pourrait potentiellement impacter votre crédit, votre futur emploi, et résulter en un renvoi au bureau du procureur de l'État. C'était ça. Le moment où c'est devenu réel. Pas juste des dommages émotionnels, pas juste une trahison, de vraies retombées juridiques. J'ai avalé difficilement. Parlant enfin, je coopérerai pleinement. J'enverrai chaque document que j'ai, chaque fichier, chaque message. Nous aurons besoin de cela dès que possible, a-t-elle dit. J'ai mis fin à l'appel et je me suis assis. La version de moi d'il y a un an, peut-être même de la semaine dernière, se serait tue. Je me serais dit de laisser tomber, de garder la paix, d'encaisser le coup. Mais quelque chose à l'intérieur avait changé. Ce n'était pas de la rage. C'était plus froid que ça, plus stable. Il comptait sur moi pour me taire, pour baisser la tête et disparaître sous la pression, mais j'avais fini de jouer la loyauté pendant qu'il répétait la trahison. J'ai ouvert le chat de groupe. Le pouce a plané une seconde. Puis j'ai tapé « Ne me contactez plus ». Toute tentative supplémentaire sera documentée pour l'enquête. Puis j'ai appuyé sur envoyer. Silence. Le message est resté là, livré, lu. Pas de réponse. Pas encore. Et pendant un moment entier, j'ai senti une force tranquille s'installer. Je n'étais pas guéri. Loin de là,
mais j'avais tracé une ligne qu'ils ne pouvaient plus franchir. J'avais pris une décision pour moi-même, pas pour eux. Je me suis levé du banc, j'ai étiré mon dos et j'ai commencé à marcher vers ma voiture garée un demi-pâté de maison plus bas. L'air semblait plus vif, le vent plus froid, mais les coupés ne les a pas arrêtés. Parce que cette nuit-là, ils ont lancé une attaque que je n'avais jamais vue venir. Ils se sont présentés à la porte de mon appartement comme s'ils avaient encore le droit d'entrer dans ma vie. J'ai entendu frapper avant de les voir. Non, marteler. Pas le genre que les voisins utilisent quand ils oublient un colis. C'était le genre qui annonçait des problèmes sans avoir besoin de mots. Je me suis dirigé vers la porte lentement, sachant déjà qui c'était. Mon cœur ne battait pas la chamade cette fois. Il était stable, calme, comme le calme juste avant qu'une tempête ne fende le ciel. J'ai entrebâillé la porte, à peine assez pour voir dehors. La main de mon père s'est immédiatement pressée contre elle, poussant plus fort qu'il n'en avait besoin. « Ouvre » a-t-il aboyé. « Tu nous dois bien ça. » Derrière lui, ma mère se tenait droite. Pas de perfusion, pas de fauteuil roulant, pas de signe de maladie récente. Ses bras étaient croisés, son regard illisible, et juste un pas sur le côté, Rexton, bras croisés, ce même sourire en coin que je voyais depuis que nous étions enfants. Celui qui disait « Je gagnerai quoi qu'il arrive ». Voir ma mère se tenir là parfaitement bien a fait basculer tout l'appel de l'hôpital dans une mise au point nette et indéniable. Le mensonge n'était pas juste un mensonge. C'était un coup monté coordonné. J'ai senti ma mâchoire se serrer, mais je n'ai pas reculé. « Tu ruines cette famille », a encore aboyé mon père. « Tu nous traînes dans la boue pourquoi » a ajouté ma mère. « Pour ta fierté. » Rexton s'est avancé, la voix basse mais chargée. « Tu aurais pu mettre fin à ça en envoyant simplement l'argent comme tu étais censé le faire. » Censé le faire. Cette phrase a atterri dans mon estomac comme un coup de poing. Comme si mon rôle avait été assigné à la naissance. Donner, ne pas questionner. Être utile, pas entendu. Porteur le poids, puis dire merci pour le privilège. J'ai essayé de fermer la porte lentement mais fermement. Rexton ne m'a pas laissé faire. Il a coincé son pied entre le cadre et le seuil, poussant fort en retour. « Tu ne veux pas jouer à ce jeu, petit frère » a-t-il sifflé. « Continue comme ça, et on dira à tout le monde que tout ce gâchis était ton idée. » Mon souffle s'est coupé, pas de peur, mais de clarté. C'était ça. Plus de faux-semblants, plus de famille, plus de performance. Je l'ai fixé, sans cligner des yeux. « Est-ce vraiment ce que tu es devenu ?» Rexton n'a pas répondu. Il n'avait pas à le faire. Son silence me disait tout. Derrière lui, mon père serrait les poings, mais c'est la voix de ma mère qui a essayé de renverser la vapeur. « Nous t'avons élevé » a-t-elle dit doucement, son ton dégoulinant d'une culpabilité pratiquée. « Nous avons tant abandonné. Tu devrais être reconnaissant. » Cette vieille phrase, tranchante et fatiguée, coupée autrefois profondément, mais maintenant elle ne faisait qu'écho. J'ai expiré lentement. Vous avez élevé un bouclier. Vous n'avez jamais élevé un fils. Pendant un moment, aucun d'eux n'a parlé. Puis Rexton a craqué. Il m'a poussé fort, sa main atterrissant à plat contre ma poitrine. La force m'a fait reculer d'un pas en titubant, mais je ne suis pas tombé. J'ai redressé mes épaules. Ma voix est sortie basse et certaine. Tout ceci est enregistré. Cela l'a arrêté. Ses yeux ont glissé vers le couloir, puis vers la caméra d'angle, celle que le propriétaire a installée l'année dernière après un cambriolage. Pour une fois, Rexton semblait incertain. Les prédateurs n'aiment pas les témoins. Une porte s'est ouverte 2 unités plus loin. Madame Harvel, la dame âgée qui arrosait toujours ses plantes au coucher du soleil, est sortie en tenant un torchon. Elle n'a rien dit, elle a juste fixé. Puis une autre porte s'est ouverte. Un homme en survêtement a jeté un coup d'œil, téléphone à la main. Maintenant, il y avait des yeux. Maintenant, il y avait de la lumière. Ma famille, autrefois si bruyante, si courageuse et privée, a soudainement changé. Mon père a reculé, le visage tendu. Sa voix est tombée à une menace à peine au-dessus d'un murmure. Tu emmènes ça au tribunal et on t'enterrera. Je me suis avancé juste assez pour croiser son regard. Non, ai-je dit, stable comme la pierre. Vous l'avez déjà fait. Maintenant, je me déterre moi-même. Le silence entre nous s'est étiré. Puis,
sans un mot, ils se sont tournés. Ma mère a regardé en arrière une fois brièvement, mais son visage ne laissait rien paraître. Ils ont marché dans le couloir comme si le bâtiment ne les regardait pas partir. Je suis resté dans l'embrasure de la porte un moment de plus, laissant mes épaules tomber, laissant le moment s'installer. Pas de panique cette fois, pas de tremblement, juste la vérité et un goût étrange et inconnu de force. Plus tard, après avoir verrouillé la porte et fermé les stores, je me suis assis à ma petite table de cuisine. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas ragé. Je suis juste resté assis. Puis le téléphone a vibré à nouveau, cette fois du commissariat. Le lendemain matin, la police a rappelé. Cette fois, nous demandant tous de venir. C'est à ce moment-là que j'ai su que l'effondrement n'arrivait pas. Il avait déjà commencé. Le lendemain matin est arrivé gris et lourd, comme si le ciel savait ce qui l'attendait. J'ai à peine dormi. Je continuais à m'attendre à un autre appel, une autre menace, un autre coup à la porte. Mais ce qui est venu à la place était quelque chose de plus froid, officiel, inévitable. Un appel du commissariat. Vous tous, aujourd'hui, 10 heures. Je me suis habillé lentement comme si chaque bouton et lacet manquerait. Je ne me suis pas précipité, je n'ai pas paniqué. Je ne me sentais pas courageux non plus, juste prêt. Quand je suis arrivé au poste, j'étais le premier. J'ai dit à l'accueil qui j'étais et ils m'ont dirigé vers la zone d'attente. Les lumières fluorescentes bourdonnaient au-dessus et les sièges en vinyle me démangeaient la peau. 15 minutes plus tard, ils sont arrivés. Ensemble, bien sûr. Mon père marchant devant, la mâchoire serrée. Ma mère, les yeux fuyants, feignant la fragilité, et Rexton, traînant derrière, bras croisés, mordillant sa lèvre comme s'il préparait une histoire. Ils m'ont à peine reconnu. Cette fois, je n'ai pas détourné le regard. Nous nous sommes assis en silence. Chaque tic-tac de l'horloge murale ressemblait à un marteau frappant l'acier. Ma mère gardait ses mains croisées, ne regardant pas dans ma direction. Mon père lui marmonnait quelque chose dans sa barbe. Rexton faisait tressauter son genou. Son talon frappait le sol comme un avertissement. L'officier a appelé nos noms et nous avons été conduits dans une salle d'interrogatoire. Petite, sans fenêtre, table au centre. 2 détectives, calmes, composés. On pouvait dire qu'ils avaient déjà fait ça. Le détective principal a commencé à faire glisser 4 dossiers identiques sur la table. Nous sommes ici aujourd'hui pour poser des questions sur la documentation frauduleuse soumise à l'hôpital Merci Général, spécifiquement les formulaires sous le nom de Marlin. Il m'a regardé directement. C'est vous qui avez signalé cela, exact? J'ai hoché la tête une fois. Il a continué, la voix mesurée. Avant de commencer l'interrogatoire, nous aimerions faire écouter quelque chose. Il a attrapé un petit enregistreur et a appuyé sur lecture. Au début, juste des sons étouffés, puis clairs comme du cristal. La voix de Rexton. Utilise son nom. Il ne se battra pas. Il ne le fait jamais. Une pause. Puis mon père. Mais le juste. Il nous doit ça. On aurait pu entendre une mouche voler. Mon estomac ne s'est pas effondré cette fois. J'ai observé les réactions à la place. Rexton a cligné des yeux forts, son visage blêmissant. Ma mère a secoué la tête lentement, les lèvres entr'ouvertes d'incrédulité, mais sans mots. Mon père a serré les bras de la chaise si fort que ses jointures sont devenues blanches. Ce n'est pas ce qu'on dirait, a chuchoté ma mère. Mais personne dans la pièce ne la croyait. C'est à ce moment-là que je l'ai senti. Ma propre colonne vertébrale se redressant, mon souffle stable, ma voix toujours en moi, pas enterrée. C'est ce qui arrive, ai-je pensé, quand la vérité a enfin une pièce assez grande pour respirer. Les détectives n'ont pas fait de pause. Ils ont présenté les documents que j'avais passé des semaines à essayer de comprendre. Vieille facture de service public, demande de prêt, paperasse médicale, tout à mon nom, tout falsifié. Ils ont exposé le schéma. Utilisation abusive d'identité commençant quand j'avais 17 ans. Mon nom discrètement lié à un compte après l'autre comme des traînées d'encre laissées par des chaînes invisibles. Un détective s'est penché en avant, le ton ferme. Qui a signé ça? Silence. Il l'a répété plus fort. Enfin, Rexton a craqué. On a fait ce qu'on avait à faire. Il n'a jamais aidé. Il a juste pris. C'était un fardeau. J'ai tressailli,
mais pas de douleur, de reconnaissance. C'était la première fois qu'il le disait si clairement. Les yeux du détective n'ont pas bougé. Avez-vous ou non utilisé son numéro de sécurité sociale sans son consentement? Mon père a expiré comme si l'air avait été chassé de lui par un coup de poing. On ne pensait pas que ça le dérangerait. 6 mots. C'est tout ce qu'il a fallu. 6 mots pour tirer le rideau sur des décennies de manipulation mentale. Ma mère s'est détournée, le visage enfoui dans ses mains. Rexton a regardé la table, la mâchoire travaillant d'un côté à l'autre comme s'il voulait mordre à travers. Mon père s'est rassis, les yeux vides. Personne n'argumentait plus. Personne ne se défendait. Et pour la première fois, je ne les défendais pas non plus. Le détective a commencé à enregistrer les déclarations officielles. Tout ce qui était dit était documenté. La pièce semblait à la fois se refermer et s'ouvrir grand. Quand ils se sont tournés vers moi, je n'ai pas jubilé. Je n'ai pas élevé la voix. J'ai juste dit la vérité simplement. Vous m'avez appris toute ma vie que le silence était la sécurité. J'ai dit qu'aujourd'hui le silence m'aurait détruit. J'ai laissé les mots reposer dans la pièce. Je ne les ai pas pressés. Personne n'a répondu. Personne ne pouvait. Le détective s'est éclairci la gorge, puis s'est tourné vers moi à nouveau. Vous êtes libre de partir, monsieur Langston. Eux ne le sont pas, je me suis levé lentement. Pas de menottes sur moi. Pas de culpabilité dans mes poumons. Seulement de l'air. Réel, plein. Non suffoqué. Je suis sorti de cette pièce sans regarder en arrière. Le couloir à l'extérieur semblait plus lumineux qu'il n'aurait dû l'être. Mes pas résonnaient, mais ils ne me hantaient pas. J'ai poussé les portes du poste, suis sorti dans la lumière du soleil, et c'est là que je l'ai senti. Un petit poids dans la poche de ma veste. Alors que je sortais du poste, quelque chose dans ma poche m'a rappelé tout ce que je venais de récupérer. C'était lisse et froid contre mes doigts. La vieille clé de l'appartement. Rayée sur les bords, légèrement tordue par des années d'utilisation. Je n'avais même pas réalisé que je la portais encore. Elle avait été glissée profondément dans la doublure de mon manteau, enterrée comme un artefact d'une autre vie. Le dernier morceau d'œuf auquel je m'accrochais encore sans même le savoir. Je suis resté sur le trottoir un long moment, la retournant dans ma paume. Cette clé avait autrefois ouvert la porte du premier endroit que j'ai jamais appelé le mien. Jusqu'à ce qu'ils me prennent ça aussi. À l'époque où Rexton en avait plus besoin et que je pouvais me débrouiller ailleurs, j'ai abandonné sans protester. Je me suis dit que c'était juste un appartement, juste de l'espace. Mais maintenant, en la tenant à nouveau, je la voyais pour ce qu'elle était. Le moment où ils ont décidé que je ne méritais pas l'indépendance si ce n'était pas pratique pour eux. Maintenant, cela signifiait autre chose. Pas un symbole de ce qu'ils avaient volé, mais de ce à quoi j'avais survécu. Le vent s'est levé alors que je commençais à marcher. Je n'avais pas de destination, mais les rues de Cincinnati m'étaient assez familières pour laisser mes pieds errer sans avoir besoin de la permission de mon esprit. Je suis passé devant le petit café que j'évitais parce qu'il me rappelait les nuits où j'attendais là, espérant qu'il viendrait quand ils avaient dit qu'ils le feraient. J'ai jeté un coup d'œil au banc du parc où je m'étais assis autrefois après avoir été enfermé hors de l'appartement pour avoir oublié d'envoyer un SMS à Rexton à l'avance. Cette fois, je n'ai pas senti le poids de ces souvenirs. Juste de la distance, juste de la clarté. Ils ont passé des années à me façonner en quelque chose qu'ils pouvaient utiliser, un pourvoyeur, un tampon, une excuse commode. Mais ce qu'ils n'ont jamais imaginé, c'est que je deviendrais quelqu'un qui pourrait partir et le penser vraiment. Finalement, je me suis retrouvé à un pâté de maison de ce vieil appartement. Même extérieur en briques ternes, même auvent vert écaillé. J'ai hésité devant le bâtiment, incertain si j'étais là pour affronter quelque chose ou simplement pour dire au revoir. Le gérant de l'immeuble est sorti par l'entrée latérale, plissant les yeux dans la lumière du soleil. Quand il m'a vu, son visage s'est adouci. « Eh bien, regardez qui voilà », a-t-il dit avec un petit sourire. « Tu es toujours en vie. »« À peine », ai-je gloussé. « Mais ouais. » Il s'est approché, essuyant ses mains sur un chiffon. « Tu sais, je me suis toujours senti mal à propos de ce qui s'est passé à l'époque. Tu as juste disparu. Ton frère est passé avec ton nom sur le bail, a dit que tu avais déménagé. Ça ne me semblait pas correct, mais ce n'était pas ma décision. C'est bon, ai-je dit, et je le pensais. Ce n'était pas de votre faute. Il m'a examiné et a hoché la tête.
Tu te tiens plus droit maintenant. Quoi que tu aies traversé, ça ne t'a pas brisé. Cette phrase est restée avec moi longtemps après que nous nous sommes séparés. J'ai atteint la boîte de dépôt du bâtiment et j'ai tenu la clé une seconde de plus. Pas avec colère, pas même avec tristesse, juste une sorte de libération calme. Ce n'était jamais mon fardeau à porter, ai-je chuchoté et j'ai laissé la clé tomber à l'intérieur. Sur le chemin du retour, mon téléphone a vibré. Un texto du détective. Votre famille sera formellement inculpée. Vol d'identité, fraude, fausse déclaration médicale. Vous ne serez pas tenu de témoigner à moins que vous ne le choisissiez. Vous avez le contrôle maintenant. Je l'ai lu 2 fois, puis une fois de plus. Pas parce que j'étais surpris, mais parce que c'était la première fois qu'une personne en autorité me disait que j'avais le choix. De retour à mon appartement, j'ai déverrouillé la porte avec ma clé, celle que personne d'autre n'avait jamais touchée, et je suis entré dans l'espace qui était enfin entièrement le mien. Je ne me suis pas assis tout de suite. Au lieu de cela, j'ai ouvert toutes les fenêtres, laissé entrer l'air frais, réorganisé quelque chose qui me dérangeait depuis des semaines. Des piles de livres, cette lampe tordue. Je ne nettoyais pas pour des invités ou par habitude. Je faisais de la place pour une version de moi-même avec laquelle je n'avais jamais eu la chance de vivre auparavant. Ce n'était pas une question de vengeance ou de victoire. C'était une question d'être entier. Je me suis assis au bord du lit et j'ai pensé à toutes les choses qu'ils avaient l'habitude de m'appeler. Ingrat, faible, compliqué, un problème. Mais aucune de ces choses n'est restée. Pas vraiment. Parce que j'étais là, toujours debout, toujours en mouvement. Ils ne m'ont pas brisé, ai-je chuchoté. Ils ont construit l'homme qui pouvait s'éloigner d'eux. Et soudain, tout a pris sens. Toutes les nuits où je suis resté silencieux, toutes les fois où je me suis fait petit pour garder la paix. Tous les morceaux de moi-même que j'ai donnés, espérant qu'ils remarqueraient. Rien de tout cela n'a été gaspillé. Cela m'avait appris qui ne pas être. Je me suis tourné vers mon bureau, j'ai ouvert l'ordinateur portable et j'ai affiché le portail de rapport de crédit. Pour la première fois, il n'y avait pas de surprise, pas de carte de crédit mystérieuse, pas de facture d'hôpital cachée, pas de prêt que je n'avais jamais demandé, juste mon nom, mon adresse, ma vie, et c'était propre. Je me suis rassis, j'ai expiré et j'ai laissé le calme remplir la pièce. Puis j'ai regardé l'écran, dans l'espace au-delà. Et j'ai dit, si vous avez déjà été traité comme le plus faible, le silencieux, celui dont il pensait qu'il ne se lèverait jamais, vous êtes plus fort que vous ne le pensez. Le jour où vous arrêtez de les laisser écrire votre histoire est le jour où votre vie commence. J'ai fermé l'ordinateur portable doucement et pour la première fois de ma vie, mon nom signifiait enfin quelque chose que j'avais choisi.